place au webinaire et à tout à l'heure. Bonjour Charmine, Bonjour. tu dois bientôt passer dans le secteur des adultes. Alors dis-moi comment tu appréhendes du coup ce passage. Bah, je suis très préoccupée. Euh, et il y a quoi à dire? Bah, je connais le docteur Guito depuis que je suis née. Donc ça veut dire que c'est très triste de la quitter et de quitter toutes les infirmières que j'ai connues et les aides-soignantes et tout le monde et même les bâtiments, les dessins. On a déjà des repères, on a des personnes qui nous connaissent depuis qu'on est né, on a tout, on se fait chouchouter, on se fait appeler princesse. Euh, et on va passer dans le monde adulte avec des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on va peut-être apprendre à apprécier, mais ça ne sera pas la même chose. On n'aura pas forcément cette base de confiance. Euh, bah, voilà quoi. On n'aura rien, on va pas se faire chouchouter. On va pas m'appeler princesse, on va pas m'appeler chouchou. J'ai une information que je viens d'avoir. Dans le monde adulte, ils ne nous appellent pas. Les rendez-vous, sachez que c'est une prise de sang avant et une prise, la transfusion, si vous en avez. Du coup, ça veut dire que vous allez rater 2 jours d'école. C'est bien, hein, mais quand vous êtes dans le supérieur, c'est pas bien. Donc, franchement, profitez de votre jeunesse. Et pleurez si vous voulez rester quelques temps encore à l'hôpital. Alors bonjour Ladi, Bonjour. alors tu vas bientôt passer dans le secteur adulte pour ta prise en charge et je veux savoir comment tu appréhendes ce passage. Je l'appréhende pas du tout bien. À vrai dire, j'ai eu un retour, enfin, d'adulte, dont le retour de ma sœur, du coup, qui est drépanocytaire aussi, de type SS, qui a fait une CVO quelques temps après être passé chez l'adulte. Et bon, en fait, c'est surtout le traitement des CVO qui m'inquiète beaucoup chez l'adulte. Peut-être qu'ils ne savent pas très bien gérer, ou bien c'est peut-être la transition de. On a toute l'attention sur soi, et là, c'est plus trop. Enfin, c'est pas la même gestion, entre guillemets, des CVO chez l'adulte et chez l'enfant. Alors d'après toi, du coup, à quel moment on doit passer chez les adultes? C'est une question assez compliquée. En fait, tout dépend de la personne parce que il y a des gens de, par exemple, 17 ans, 16 ans prêts à passer chez l'adulte, ou même peut-être des gens de 21 ans, 22, bref, qui ne sont peut-être pas prêts. Moi, perso, c'est mon cas. J'ai actuellement 18 ans et je suis pas, entre guillemets, prêt à passer chez l'adulte. Tout dépend de la personne, j'ai envie de dire. C'est une expérience qui peut me faire peur. Et peut-être aussi, ça peut bien se passer. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu de pas chez l'adulte. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors moi je suis Corinne Litton, je travaille à Bicêtre en pédiatrie et certains voilà, patients me connaissent. J'en ai deux qui ont témoigné tout à l'heure, ce qu'on a vu au début. Et du coup je vais juste vous planter un peu le décor et les enjeux qui se passent entre le fait d'être suivi en pédiatrie depuis depuis effectivement toujours, comme le disait Charmine, et que progressivement il va falloir effectivement arriver vers le secteur adulte et que du coup ce passage, voilà, cette période-là voilà, voilà, où l'on quitte la pédiatrie pour arriver dans le secteur des adultes, eh bien, ça s'appelle la transition et ça se prépare effectivement sur plusieurs mois, voire certaines fois années. Hein, et le but de cette période est vraiment de développer les connaissances, les compétences et les capacités à gérer les soins par nos propres adolescents qui sont devenus assez grands. Et ça permet aussi d'aborder aussi tous les besoins, bien sûr, médicaux, mais également les autres, hein, les besoins éducatifs, les besoins aussi psychosociaux. Parfois, c'est une période parfois qui peut être un peu compliquée, hein, donc pas forcément en lien avec la drépanocytose, mais parce qu'en général, qu'on est adolescent, il va y avoir certains points difficiles à évoquer. Et du coup, cette préparation va se faire, on va dire, voilà, tranquillement, en concertation avec l'adolescent malade et les parents et les aidants hein, qui les accompagnent depuis tant d'années, où effectivement, progressivement, il va falloir voilà, voilà, repositionne un peu les acteurs. Hein. On a beaucoup parlé aux parents, nous, les pédiatres, et que petit à petit, les parents
viennent en support au second plan et que petit à petit, l'adolescent vienne au premier plan pour qu'on puisse effectivement qu'il devienne acteur de cette prise en charge. Alors, ceci permet effectivement après de discuter avec le patient bah, du futur service qui va lui être proposé, qui sera indiqué et adapté à ses besoins médicaux spécifiques. Hein. Et cette préparation a effectivement pour but d'éviter les ruptures de suivi. Hein. C'est vrai que parfois, chez les jeunes gens peuvent arriver des complications, on a besoin d'être un peu plus vigilant et on peut anticiper effectivement ces complications. Et pour ça, il faut effectivement poursuivre sa prise en charge, comme on le fait en pédiatrie. Et il faut également, voilà. Et l'idée est que cette prise en charge médicale s'accompagne également d'une prise en charge sociale. On prend vraiment en globalité tous les aspects des jeunes patients. Suivante, s'il vous plaît. Et alors, du coup, parfois, il y a certains patients qui me disent, mais alors, mais pourquoi je dois changer de service? Vous me connaissez depuis toujours, tout est carré, comme disait, voilà, on a l'habitude des murs, de l'équipe médicale et paramédicale. Mais en fait, on s'aperçoit quand même, Charline parlait des murs avec les dessins, il y a eu encore des enfants qui sont là, mais peut-être qu'effectivement, en grandissant, on s'aperçoit quand même voilà, que nos adolescents ont besoin d'autonomie. Hein, c'est comme ça, on le voit par rapport aux parents, par rapport à leur cursus scolaire, leurs orientations effectivement dans leur vie professionnelle future. Hein, et tout ça, c'est des nouvelles préoccupations où nous, les pédiatres, on est quand même moins à l'aise hein, que nos collègues adultes hein, pour au mieux accompagner et réfléchir à toute cette vie encore plus longue qui les attend, qu'ils ont passée à nos côtés. Suivante. Alors, à quel moment? Alors ça, ça vraiment, comme le disait Ladie, effectivement, ça va dépendre effectivement. Alors, c'est le moment où effectivement on transfère le dossier, j'allais dire physiquement, de la pédiatrie au secteur adulte. Là, le mot s'appelle le transfert. Donc voilà, où effectivement c'est le médecin adulte qui devient responsable des soins et du dossier médical, hein, et que a priori il n'y a pas vraiment de critères d'âge strict pour passer dans le secteur adulte. Il y a des enfants ou des adolescents qui seront prêts assez tôt, puis d'autres un peu plus tardivement. Hein. Et donc c'est vrai qu'en général on attend que tout le monde soit prêt, le médecin aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que il y a pas que les patients et les parents. Hein, et qu'on se donne une fourchette d'âge quand même entre 16 ans et 20 ans, hein, parce que de là, ça paraît effectivement déraisonnable de rester en pédiatrie et ça va dépendre effectivement de la maturité des jeunes patients. Et on va aussi s'assurer que c'est un moment où la vie est assez, entre guillemets, tranquille, tant sur le plan médical, mais également sur le plan psychologique et sur le plan social, et que parfois, en fonction de certaines régions, il y a des circuits qui sont organisés. Par exemple, c'est vrai que si vous avez 17 ans, vous avez une crise, les pompiers vont venir peut-être vous chercher au domicile. Et comme vous avez 17 ans, on va vous amener directement dans le secteur adulte, alors que vous n'êtes pas encore forcément connu. Mais ça, il faut effectivement l'anticiper avant. Et parfois, on peut déjà prendre contact avec les collègues des adultes hein, qui vont devenir les futurs soignants pour effectivement essayer d'éviter que la prise en charge ne débute par une prise en charge aux urgences où on connaît encore personne, où c'est en général extrêmement compliqué pour les adolescents et leurs familles et aussi pour les collègues qui n'ont pas encore ou qui ne connaissent pas encore le patient et qui n'a pas encore une idée de son dossier. Donc tout ça, effectivement, pour éviter ces hiatus, ces difficultés, mais il est important effectivement d'anticiper, d'en parler assez tôt et de le préparer très tranquillement et sereinement pour que ce passage puisse se faire en toute quiétude. Alors, je vais prendre le relais. Moi, je m'appelle Anne Corbasson, je suis infirmière de coordination à l'hôpital Pompidou à Paris. Donc, c'est un service pour adultes. Et voilà, j'ai fait une petite diapo sur qu'est-ce qui va changer ou pas, parce qu'il y a des choses aussi que vous rencontrez déjà dans la vie de tous les jours. La première chose, alors c'est pas un scoop, vous allez changer d'hôpital ou au moins de service et de soignants. Et ça, c'est vrai que nous, les équipes adultes, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas simple, notamment par rapport à vos équipes que vous connaissez pour la grande majorité depuis tout petit, avec qui vous avez un lien de confiance. Et qui sont très, très, très soudés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille pour créer, nous aussi, un lien avec vous. Vous verrez au fur et à mesure. Des fois, j'ai des jeunes qui me disent bah, c'était la deuxième famille, la pédiatrie. Bah, je leur dis créons une troisième famille. Et je vous rassure, les équipes adultes sont aussi performantes qu'en pédiatrie. En fait, comme disait le docteur Guiton, c'est qu'on est par contre un peu plus spécialisé pour des problématiques d'adultes. Deuxième chose, ça peut vous faire bizarre au début. Pour les jeunes, on va vous appeler madame, monsieur, vous appelez par le nom de famille.
En réalité, c'est quelque chose que vous allez au fur et à mesure rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément qu'à l'hôpital, hein. Vous physiquement, vous devenez adulte aussi, donc peut-être dans les magasins, à la pharmacie et cetera, ça va commencer. Ça peut être pris comme de la froideur parce qu'en pédiatrie, on vous appelait par le prénom, on tutoyait. Vraiment se rappeler que c'est en fait une forme de respect et de politesse. Moi, ce que je dis aussi aux jeunes quand je les vois en consultation, c'est: «Imagine-toi si là, je tutoyais ta maman et je l'appelais par son prénom, mais tu serais tellement choqué, tu dirais: "C'est pas possible"». C'est un peu la même chose, voilà, et puis on va vous suivre sur du long terme, donc là, effectivement, vous avez peut-être autour de 18 ans, mais à un moment, si vous déménagez pas, vous aurez autour de 40 ans et cetera, et là, ça fera vraiment bizarre si on vous tutoie, par exemple. Ensuite, la place des parents, docteur Guiton en a parlé un petit peu. En fait, là, c'est vraiment le jeune qui prend le contrôle. En pédiatrie, c'était, ce qu'on appelle une relation triangulaire, donc il y avait les parents, l'enfant, le soignant, et puis les parents avaient, la décision sur tout, et là, à partir de la majorité, effectivement, c'est le jeune qui prend en charge sa pathologie, qui décide pour lui, ce qui peut être, une responsabilité, mais aussi c'est une certaine forme de liberté aussi, et ça aussi, on prépare les parents aussi, parce que c'est pas simple. À partir On dit de la majorité, généralement, c'est à partir de la deuxième consultation après la transition. Il y a le secret médical qui s'impose, c'est légal, hein, c'est-à-dire que toutes les données qui concernent le jeune patient, le jeune adulte, ne concernent plus que lui et son équipe médicale. Après, bien sûr, il a tout à fait, le choix d'impliquer qui il veut dans sa prise en charge, c'est-à-dire s'il veut en parler à ses parents, il y a pas de problème, si c'est à son copain, à son oncle et cetera, c'est lui qui choisit. L'organisation de l'hôpital change aussi un tout petit peu. Alors la première chose, c'est qu'il y a des personnes âgées, on peut côtoyer des personnes âgées. Alors tout dépend de le rapport qu'on a justement avec les personnes âgées. Des fois, il y a pas de souci, des fois ça peut faire un peu peur. Mais il y a des trucs un peu cool aussi, hein, parce que finalement, il y a plus de bébés qui pleurent aussi, quand on est douloureux à côté, c'est plutôt sympa. Et puis le cadre change un petit peu aussi. C'est vrai qu'en pédiatrie, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins, et bon, en hôpital adulte, c'est un peu plus neutre, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus adapté à l'adulte. Quelque chose aussi à prendre en compte, c'est les horaires des visites, où c'est vrai qu'en pédiatrie, généralement, c'est 24 sur 24 pour les parents. Les parents peuvent dormir, sur place, pardon. En service adulte, c'est plutôt l'après-midi, généralement, les visites l'après-midi et le soir, avec des horaires, assez précises. Mais en y repensant, après, quand on devient adulte, c'est plutôt pas mal d'avoir un moment d'intimité, que ce soit la nuit ou le matin, et c'est fait pour ça, justement. Pour les médicaments, les soins, globalement, ça reste vraiment pareil. Il y a quelques petites particularités. Alors, par exemple, la racine, dans la très grande majorité des cas, est arrêtée. Alors ça, généralement, les jeunes sont contents. Ça fait un médicament en moins et ils aiment pas trop, donc ça, c'est chouette. Les anti-inflammatoires, on vous expliquera, généralement, on le prescrit un peu moins chez les adultes. Et puis, il y a le Méopa qui, en général, est moins utilisé. Ça ne veut pas dire zéro, mais alors ça dépend des hôpitaux, mais très généralement, c'est plutôt que aux urgences et pas en service, par la suite de médecine interne qui est comme la pédiatrie générale. C'est parce que tout simplement, il y a des complications qu'on constate chez l'adulte avec le Méopa qu'on veut éviter, et ce qui n'empêche pas, bien sûr, par contre, de trouver d'autres solutions pour soulager. Ça ne veut pas dire rien non plus. Et après, il y a toutes, des questionnements qui arrivent aussi quand on est jeune adulte. Alors les études, le logement, le travail, et effectivement l'équipe sera là pour accompagner, le jeune, dans ses démarches, et donc voilà, en gros, c'est gagner plus de liberté, d'autonomie, mais toujours avec une équipe derrière, même, si on passe chez les adultes. Alors, chez les adultes aussi, ce qu'il y a, c'est généralement, ça existe aussi en service de pédiatrie, alors pas tous, mais ça se développe énormément, et c'est pareil pour le service adulte, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Alors généralement, quand je dis ce terme, on me regarde avec des gros yeux, mais c'est quoi l'éducation thérapeutique? C'est vrai que nous, soignants, on n'aime pas trop ce terme parce que c'est le terme officiel de l'Agence nationale de santé, mais on n'éduque pas nos patients en réalité. C'est plutôt des activités assez ludiques pour permettre de mieux gérer la maladie, à mieux la comprendre, se donner des clés pour savoir ce qui se passe dans le corps, mieux prendre soin de soi au quotidien, être vraiment maître de sa maladie finalement. Et ça se passe sous différentes formes. Ça peut être sous forme de séances individuelles avec un soignant, avec qui on échange sur ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on sait déjà sur la maladie, les difficultés, les questions, les problématiques. Et puis, il peut y avoir aussi des séances collectives avec d'autres patients qui ont la même maladie. Et là, c'est des moments très interactifs, et c'est vraiment pas des cours, où chacun échange son expérience, son vécu, ses astuces. On peut poser toutes les questions, et généralement, c'est très chaleureux.
Et quels avantages, en fait, de faire l'éducation thérapeutique? Bah, c'est sentir plus à l'aise pour mieux gérer sa santé et puis créer des liens avec d'autres personnes, qui peuvent avoir le même âge ou plus âgées, qui ont la même maladie, donc qui peuvent avoir une partie de même vécu, même si chacun a sa propre vie différente et des professionnels, qui s'intéressent, qui accompagnent et l'idée, c'est de bien vivre sa vie d'adulte sans que la maladie ne prenne toute la place. Ça, c'est vraiment, le but du suivi adulte. Bonjour, merci Benoît, Corinne et Anne. Donc moi je vais prendre la suite pour l'autonomie dans votre vie de jeune adulte, adolescent et jeune adulte, hein. Donc ce qui est important évidemment, d'abord vous avez vos parents qui vous accompagnent dans votre autonomie personnelle et nous sommes là, les adultes, en tout cas les drépanocytologues, comme on s'appelle à l'âge adulte, pour vous accompagner dans l'autonomie médicale, ce qui est important, vous devez être acteur de votre santé. Anne, merci beaucoup. Donc, en effet, vous devez être le propre acteur de votre transition et de votre métamorphose, hein. Vous grandissez, vous devenez plus grand, vous avez envie de liberté aussi et d'autonomie. De ce qui est important, nous, par contre, nous sommes à votre écoute et nous sommes vos compagnons, quoi. Donc, c'est vous qui connaissez au mieux votre personne et votre maladie. Donc, on est là pour vous écouter. Et donc, déjà, il faut savoir parler de vous, de votre vie et de votre histoire médicale. C'est vous qui allez nous l'apprendre. Malgré que, bien entendu, nous sommes accompagnés par nos chers pédiatres. Il est important que vous soyez observants, que vous connaissiez vos traitements, que vous puissiez les gérer, organiser votre prise en charge. Bien entendu, vous ne serez pas comme chez les pédiatres, où en effet, souvent, c'est les pédiatres qui vous donnent vos rendez-vous, ou papa et maman qui sont derrière. Donc moi, j'ai une tendance, en tout cas à Bicêtre, et ce n'est pas tous les centres qui le font adultes, à organiser. Et quand vous ne venez pas à vos rendez-vous, à vous rappeler et à vous donner des rendez-vous, on le fait de façon un peu systématique, mais ce ne sera pas le cas partout. Donc il est important que vous soyez maître de vos rendez-vous. Participer à la prise en charge médicale, c'est vous. Nous, on peut vous aider, on peut vous accompagner, mais c'est vous. Nous, on ne peut pas prendre vos médicaments, on ne peut pas venir à vos rendez-vous. Donc c'est compliqué, donc il faut vraiment que vous soyez assidus au rendez-vous. Donc les avantages, c'est quand même des libertés. C'est vous qui décidez quand même. Un petit pas vers l'autonomie vous rapprochera de votre vie d'adulte, de la construire, de la bâtir comme vous le souhaitez, tout en sachant que nous serons toujours à côté. Prendre des décisions, c'est maintenant, c'est votre responsabilité aussi. Vous êtes grand. Vous allez prendre des décisions dans votre vie personnelle, dans votre vie scolaire, dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie médicale. Donc, on vous demande d'être maître de vous, de votre vie, et nous, on est là pour vous accompagner. Anne, merci. Les avantages, c'est que la plupart du temps, vous êtes aussi décideur avec nous. Nous sommes à votre écoute. Nous ne sommes pas là pour vous imposer les choses, donc il faut absolument que vous soyez décidaire de votre propre charge médicale. Vous allez grandir, vous allez faire des choix de vie professionnelle, des nouvelles rencontres, une vie amoureuse, une vie parentale, et probablement vous allez vous engager, j'espère, à nos côtés pour aider à mieux prendre en charge aussi les patients atteints de la même maladie. Donc c'est surtout vos choix. L'essentiel, dans la prise en charge médicale adulte, c'est qu'il faut au moins un médecin généraliste, ce qui n'est pas toujours le cas en pédiatrie, je pense. C'est votre meilleur allié, c'est le médecin de proximité qui va gérer entre la ville et l'hôpital. L'observance, j'en ai déjà parlé, mais ça, vous le savez, on vous le répète souvent, et vos parents aussi. Il faut absolument que vous ayez toujours à proximité soit une carte de soins, nous avons des cartes de soins spécialisées pour la drépanocytose, où il y a les coordonnées du médecin généraliste, du spécialiste, mais aussi de vos parents ou en tout cas des personnes qui sont à joindre en cas de difficulté. Vous êtes les maîtres des applis, on vous fait confiance, donc il y a Drépacare, mon APHP, mon Espace Santé, tout cela on vous l'expliquera. Et surtout, gardez tout sur votre téléphone, puisque vous avez tous un téléphone, donc vous aurez toutes les coordonnées pour une meilleure prise en charge. Ensuite, vous verrez, comme l'a dit un petit peu Anne, je crois, c'est qu'en effet, il y a des petits changements dans la prise en charge médicale. Donc, la plupart du temps, tous les médicaments sont à peu près les mêmes. En effet, on met un petit peu, nous, une holla sur les anti-inflammatoires.
qui vont être moins utilisés chez l'adulte. Sur le Méopa, en effet, qui est plutôt utilisé en phase aiguë, aux urgences ou lors d'un soin induit douloureux. Mais la plupart du temps, et surtout si vous avez des nouveaux médicaments qui sont prescrits par quel que soit le médecin, il faut nous informer pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication, parce qu'il y a certains médicaments qui peuvent être dangereux. Suivant, voilà. Donc maintenant, on vous attend, vous êtes parés pour une belle transition et nous sommes toujours là pour vous. Voilà. Alors maintenant, on va donner la parole à Daïra Alors, et Mohamed. excuse-moi, je voulais juste excuser la Tifatou qui devait faire avec moi et qui est présente, mais qui est aphone. Ah, Voilà, qui est attaquée pas par de un chance. virus. Voilà, donc il n'a pas pu participer oralement. Merci la Tifatou. Et du coup, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Moi, c'est Dairon Serveaji. Et moi, Mohamed Lawal. Donc, on est passé récemment, pour ma part, du côté adulte. Et toi, ça fait combien de temps, Mohamed? Ça fait l'année dernière, il me semble, à mes 19 ans, j'ai fait ma transition du coup, dans le secteur adulte. J'étais avec le docteur Corinne Guiton. Et là, actuellement, c'est la docteure Christelle Chantala qui s'occupe de moi. Et pour ma part, c'est exactement la même chose. Ouais. Et je fais ma transition en septembre. Du coup, moi, ça fait un peu moins longtemps. Mhm. Mais j'ai déjà eu une ou deux hospitalisations du côté adulte. Et ma transition s'est très bien faite avec la docteure Christelle Chantala. Ouais. À propos de la transition, quand on passe du secteur adulte, du secteur pédiatrique vers chez les adultes, les médecins, ils attendent de nous préparer. Ils nous demandent souvent si on est prêt à passer de l'autre côté. Ils demandent à nous et à nos parents. Il n'y a pas une limite d'âge précise comme Ouais, Anne l'a dit tout à l'heure. comme on nous l'a très bien expliqué. Voilà. Par exemple, pour ma part, ça fait depuis que j'ai 16 ans, je crois, qu'on me dit oui, docteur Corinne Guiton est là, oui, mais tu vas passer chez les adultes, chez les Ouais. adultes. Elle me prépare vraiment énormément à ça. Ouais. Du coup, là, depuis que c'est passé, c'est vraiment passé super crème. Ouais. J'avais plus peur au départ, mais en fait, j'avais peur quand j'avais 16 ans. Là, j'en ai 19, du coup, bah, Ouais. forcément, entre-temps, on a eu le temps de grandir, Ouais. prendre en maturité. Et de nous-mêmes, en tant que patient, on sent à quel moment on est prêt de passer la transition. Mm. Ça veut dire les docteurs ils préparent bien avant et du coup, à un certain âge, tu te sens bien à partir là-bas. Et quand tu arrives dans le secteur des adultes, il n'y a pas grand-chose qui choque, mais ça reste la même chose. Il n'y a rien qui change. Tu as toujours ton médecin qui te suit. Moi, de mon côté à moi, je garde toujours contact avec docteur Guiton. Et il y a Dr Chantala qui est un médecin incroyable qui n'hésite pas à m'envoyer des mails pour mes rendez-vous, tout ça. Et, et ça se passe bien. Plus de peur que de mal au Merci. final. Après, Merci pour le témoignage. Bon, bah, très bien. Merci les gars pour votre témoignage. Super, Ben, merci. alors, juste, on arrive à peu près à la fin du webinaire, mais c'est pas complètement terminé. Il y a deux petites choses à vous dire. Je ne sais pas si on peut remettre le diapo avant d'ouvrir la discussion. Puisqu'en fait, la discussion va prendre le temps qu'elle nécessitera. Donc là, c'était juste la conclusion, de dire que bon, bah, de toute façon, ça va arriver. Vous allez tous devenir grands, vous allez tous devenir adultes. Donc, autant y aller avec confiance. Voilà. La dernière chose, avant de passer à la discussion, c'est qu'on a besoin que vous évaluiez en fait la session de ce soir. Ça, c'est pour nous aider à nous améliorer, pour avoir un retour. Et donc, on vous a concocté un petit questionnaire qui est à faire en ligne, en fait. C'est assez simple. Vous flashez le QR code, ça ouvrira sur vos téléphones un petit questionnaire en ligne à remplir. Et nous, ça nous permettra d'avoir vos remarques. Ce que vous pouvez faire là, c'est tous flasher le QR code. Vous gardez la page ouverte pour le faire à la fin du webinaire. Mais voilà, comme ça, ensuite, on peut enlever le PowerPoint et puis passer aux discussions. Donc, si voilà, tout le monde peut prendre la parole, vous pouvez poser des questions aux gens qui sont intervenus, mais aussi aux jeunes qui sont venus témoigner. Discuter entre nous, voilà, apporter votre expérience. C'est ouvert. Donc, voilà, on va encore laisser quelques minutes le QR code et on peut déjà commencer la discussion si certains veulent prendre la parole.
Il y a Et une surtout, question sur le n'hésitez chat, pas. le chat de Corinne qui demandait comment on choisissait le, le, le service adulte. En fait, ben, ça dépend de où vous êtes. C'est vrai qu'en général, maintenant, comme expliquait Benoît au début du webinaire, c'est que grâce à la filière MCGO, on a un peu une photographie hein, des médecins pédiatres adultes qui s'intéressent et qui se prennent en charge des patients drépanocytaires. Donc, du coup, en général, alors, c'est vrai que nous, sur Bicêtre, c'est le même hôpital et la pédiatrie et les adultes sur le même site. Donc, du coup, c'est vrai que ça se fait assez naturellement. Mais c'est vrai qu'après, en général, les collègues qui n'ont pas un hôpital mixte, bon, va effectivement choisir le collègue qui connaît du côté adulte, avec qui ils échangent, ils ont l'habitude de travailler, qu'ils soient dans la même ville et tout ça, pour effectivement travailler cette transition sereinement. Donc, ça dépend où vous exercez il y a des infrastructures qui vous entourent. Alors, on a une autre question sur le chat. N'hésitez pas à poser aussi des questions à l'oral, mais le chat, c'est très bien. Bonsoir, c'est Andrea. Est-ce qu'en cas d'urgence, ils mettent toujours en place la morphine? Alors, bah, je peux répondre si vous voulez. Oui, la morphine, c'est vraiment un médicament qui est indispensable dans la prise en charge de la douleur, de la crise vaso-occlusive. Et bien évidemment, la morphine est mise en place si nécessaire. Et on sait que c'est souvent nécessaire, que ce soit aux urgences ou ensuite en service d'hospitalisation, le temps de faire passer la crise. Donc voilà. Une des choses qu'on fait pas par contre, c'est ou qu'on évite en tout cas, je pense que c'est pareil en pédiatrie, c'est la prescription de morphine à domicile, puisqu'en fait on considère qu'une crise ou une douleur, quand elle est suffisamment forte pour nécessiter de la morphine, c'est qu'elle doit être évaluée par un médecin à l'hôpital avec une prise de sang, avec un examen clinique, avec l'administration d'oxygène, d'hydratation, etc. Donc on préfère éviter la morphine à la maison. Et on utilise à la maison d'autres médicaments qui vous connaissez aussi sûrement, qui sont le tramadol, par exemple, tout ce qui est paracétamol, paracétamol codéiné. Voilà, mais la morphine, n'ayez pas d'inquiétude, elle est largement utilisée quand c'est nécessaire, aussi chez les adultes. Oui, bonsoir, excusez-moi, c'est la maman de Yanis. Bonsoir. Alors, j'avais une question. Vous aviez notifié dans le déroulé qu'à à l'âge adulte, le traitement antalgique, il est diminué. Lorsque les enfants font des crises qui sont assez sévères, qu'est-ce qui peut être remplacé à la place des antalgiques? Alors, je pense que c'est un malentendu parce qu'on a. Enfin, Ah, c'est une mauvaise idée, ça. Le ok. traitement antalgique n'est pas du tout diminué chez les adultes. Ce qu'on a dit un petit peu, c'était sur l'utilisation du Méopa, donc le Calinox, euh, qui est souvent réservé pour le temps de poser une voie, le temps de poser une perfusion, ou parfois à l'arrivée aux urgences, le temps de mettre en place la morphine. On peut utiliser le Méopa, mais peut-être moins au long cours qu'en pédiatrie. Ça, c'est une chose. Mais après, l'antalgie est toujours maximale et adaptée chez les adultes, y compris avec la morphine, enfin des médicaments qui sont forts. Une chose qu'on utilise moins chez les adultes, c'est plus une question d'habitude, c'est le Nubin, que vous connaissez pas mal en pédiatrie, qu'on n'utilise pas trop chez les adultes. On utilise d'autres choses, ça s'appelle de l'acupan, voilà, du paracétamol, de la morphine. Mais globalement, voilà, l'attention au fait de soulager la douleur, elle reste toujours une priorité c'est connu, hein, c'est connu des urgentistes, c'est connu des médecins qui prennent en charge les personnes drépanocytaires. Et il n'y a pas de moindre prise en charge de la douleur chez les adultes. Merci pour la réponse. De rien. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, ce qui s'appelle Galette de riz, en Bonjour, pseudonyme. je me présente, je Bonsoir. m'appelle. Bonsoir. Donc, voilà, je m'appelle Aïssata et voilà, en fait, je me suis connectée au webinaire via LinkedIn. Donc, en fait, moi, j'ai mon frère et ma sœur bah, là, qui sont clairement là, qui vont rentrer en âge en fait de passer la transition et en fait, moi, je me demanderais, en fait, c'est plutôt une question peut-être adressée directement du coup à, Mohamed Ladji et Dairon. C'est comment vous pensez que en tant que sœur ou en tant que entourage, on pourrait aider en fait? Les Étant, gars, je vous laisse répondre. bah, moi, personnellement, étant moi-même le frère d'un drépanocytaire, Ouais. euh, l'amour, ça apporte énormément. Il y a aussi ma grande sœur qui m'aide aussi énormément. Vu que vous êtes grande sœur aussi, je crois.
Tout simplement, les mots d'encouragement, les câlins, ça me donne énormément de force moi, dans les moments durs. Et c'est là D'accord. pour m'aider pour moi. Et toi? Bah, c'est à peu près la même chose que Dairon. Et surtout, j'insisterais plus sur vraiment écouter bah, Oui, votre frère ou votre soeur. oui, De mon côté à moi, mon frère aussi qui est drépanocytaire, quand il fait ses crises, vu que oui, avec lui, je peux oui, comprendre l'émotion, ça veut dire, j'hésite pas à lui oui, demander où oui, il a mal, qu'est-ce qu'il oui, ressent, ça, pour essayer de l'apporter de l'aide. Des fois, oui, quand il fait ses crises, j'hésite pas à lui ramener une bouillotte, je lui donne pour essayer un peu soulager la douleur. Et quand je vois que c'est vraiment pas possible, je préviens mes parents et je l'écoute, oui, pour être à l'écoute oui, de votre frère. oui. Mm. Ouais. D'accord, merci. Merci. Moi, en vrai, c'est à peu près. Ouais, C'est pour eux, sauf que, bah, en soi, moi et enfin, ma soeur et moi, on a grandi avec la drépano. ouais, On, on s'est entraidés, etc. Donc, on a su se comprendre et vraiment avoir quelqu'un qui te comprend, c'est ça qui nous permet de tenir, entre guillemets. Enfin, perso, c'est ça qui me permet de tenir avec la maladie. Ouais. Non, parce que vous dites que vous ouais, avez déjà l'air de faire de votre max. Justement, juste en souhaitant être là, c'est la C'est. meilleure chose que vous pouvez essayer de Ouais. faire et faire en fait. ouais, merci, c'est gentil. Ben, en tout cas, j'essaye et je sais que c'est quelque chose en fait qui est un peu nouveau et de manière générale parce qu'en fait, enfin, ils ont différentes formes en fait. Il y a, bah, par exemple, ma sœur, elle, c'est plutôt les douleurs, les crises douloureuses et mon frère, bah, lui, par exemple, c'est plus, bah, voilà, ça va être la fatigue et tout ça et en fait, m'y connaissant, bah, je peux toujours de toute façon continuer à me renseigner, mais je veux dire, même au quotidien, la prise en charge ou quelque chose qui pourrait aider ou je sais pas, des formalités administratives ou ce genre de choses, ben, c'est quelque chose qui est nouveau, mais s'il y a quelque chose, qui pourrait être utile pour, aider et tout, bah, en tout cas, j'aimerais bien connaître parce que pour le coup, des fois, on peut vite se sentir impuissant, en fait. En soi, c'est Mm. vraiment juste les petites attentions, bah, comme Mhm. a dit Mohamed, les bouillottes, Ouais, Ouais. lui ramener de l'eau, etc. Enfin, C'est normal de se sentir impuissant parce que même en tant que drépanocytaire, avec la maladie, on se sent impuissant face à elle. Mais si j'ai ouais, un truc qui est bien appris, c'est que ouais, en tant qu'humain, on a une facilité, on a une capacité d'adaptation qui est franchement étonnante. Et même si au ouais, début ça paraît un peu insurmontable, c'est nouveau, bah vous allez vous y adapter et ouais. ouais, vous partez avec la bonne volonté. Du coup, il y a pas de quoi s'en faire. Franchement. On apprend sur le tas. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Et C'est juste, bon. enfin, ils ont quel âge et vers quel centre ils vont aller? Ben, du coup, moi, ouais, du coup, j'ai mon frère qui a 16 ans et ma sœur qui a 14 ans et bah, voilà, eux 2 en fait, sont drépanocytaires et Ah, mais vous êtes proche d'où en adulte? heu, Haute-Savoie, Ah, c'est un du peu loin. côté c'est Lyon. Ça sera Oui. Lyon, du coup. Benoît, peut-être non? Marseille, c'est un peu loin aussi, mais Lyon, ils ont un gros centre, ils connaissent bien. Mm. Oui, oui, Puis de Oui. plus en plus, même dans les petites villes, il y a voilà, ouais, il y a des médecins qui se spécialisent, qui connaissent. Et il faudra demander aux pédiatres à quel endroit ils veulent être adressés. Après, ouais. c'est beau ce que vous faites de vous connecter pour apprendre sur la Mm. maladie, pour essayer de mieux comprendre. Et je pense que ça fait Bah, partie des merci. choses, Déjà, voilà, d'être c'est la là. première prise en Mm. charge, c'est ça, c'est prendre soin d'eux, hein. C'est ce que Mm. vous Mmh. avez toujours fait et que vous ferez toujours, quoi. Après, faut Ouais. aider à autonomiser surtout. Oui, Parce que c'est oui, important que quand ils sont enfants, ils n'ont pas ce souci de l'autonomie et de prise en charge personnelle. Et je pense que oui, pour accompagner, ce que fait tout parent d'ailleurs, ou tout aidant pour les enfants, c'est de faire oui, grandir bien nos enfants et qu'à un moment, ils n'aient plus besoin de qui que ce soit. Donc c'est ça qui est oui, oui, important. bien Parce que sûr, bien quand ils sûr. sont seuls et qu'ils ils ont toujours Ouais, ouais, besoin de vous, c'est compliqué. ouais. Donc l'autonomie est vraiment le maître mot, ce que j'ai marqué, pour Oui, c'est clair. accompagner et qu'ils Mmh. soient, bah, que si à un moment, ils n'aient plus besoin d'appeler quelqu'un. C'est ça qu'il Bien faut. sûr, bien Mais après, d'être mmh, toujours là, c'est l'essentiel. Et en effet, comme l'a dit notre mmh, super jeune homme, c'est l'amour, bien entendu. mmh. Voilà, Oui, oui, l'amour, il est partout et c'est ce qui fait bien grandir les gens, de toute façon. oui. La Ouais. Mmh. bienveillance. Alors, il y a Germaine qui a levé la main et qui avait aussi posé une question sur le chat. Je ne sais pas si c'est la même, mais en tout cas, je vous invite à En prendre la eux-mêmes, parole. hein. Oui, bonjour, le papa de Germaine, qui est juste à côté. Se Euh, cache. donc, Germaine a 17 ans, donc elle va bientôt passer chez les adultes.
Alors, mais elle a entendu dire que les infirmières étaient un peu plus sévères dans les urgences, chez les adultes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que voilà, parce que c'est cette inquiétude. Alors, moi, je pense qu'on peut pas faire de généralité. Que c'est vrai que bon, ça dépend parfois le jour de la semaine, l'heure de la nuit, et que effectivement, sans être sévère, les urgences adultes ressemblent probablement pas aux urgences pédiatriques. C'est un peu la même chose, et que bon, elles sont parfois un peu plus, probablement un peu plus Le rude, quoi. débordées. Je sais pas. Bon, Ah, voilà. plus adapté à un adulte, donc elles font peut-être pas toujours très attention. Ouais, voilà, elles prennent Elles ont peut-être un moins de discours. pincettes pour dire les choses, ou elles ont prennent peut-être moins le temps, etc. Après, moi, je pense que non, déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a énormément de travail qui est fait pour sensibiliser les personnels aux urgences partout en France, dans les urgences notamment, qui reçoivent les personnes drépanocytaires, de la formation pour expliquer ce que c'est la drépanocytose, parce que c'est vrai que c'est pas toujours une maladie forcément très connue de tout le corps médical et paramédical. Bon, c'est vrai qu'on fait toujours de la formation pour expliquer la nécessité de prise en charge urgente, la nécessité de faire passer en priorité une personne drépanocytaire, l'urgence à calmer la douleur, etc. Après, bon, 100% des personnels sont pas toujours formés complètement. Bon, il peut y avoir des problèmes aux urgences. En tout cas, on travaille à faire en sorte que ça se passe au mieux. Une deuxième chose qui est importante, qu'il faut que les jeunes apprennent quand ils deviennent adultes et pendant leur transition, c'est d'exprimer leurs besoins et de dire, moi, quand j'arrive aux urgences, je sais que j'ai besoin de ça, de tel médicament, de telle chose, parce que c'est ça qui fonctionne chez moi. Et d'arriver à le dire, je sais que c'est pas toujours facile quand on a mal, mais d'arriver à le dire posément et de réclamer, en fait, mais réclamer d'adulte à adulte pour dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Et pour bah, voilà, être écouté ensuite et pris en charge au mieux, même avec potentiellement une infirmière qui ne connaît pas bien ou un médecin qui ne connaît pas bien. Est-ce que en adulte, les drépanocytaires ont toujours cette petite priorité que les Alors enfants théoriquement, ont? oui, Oui, Voilà, et, il oui. y a, Dans et les les urgences, c'est 30 protocoles qui minutes sont de prise en établis. charge. voilà. Quand OK. on vient pour une CVO, normalement, en Oui. tout cas dans les urgences adultes et à Paris-Île-de-France, je pense, c'est pas toujours fait dans les petits hôpitaux, mais dans les grands hôpitaux, en tout cas, c'est moins de 30 minutes. Et normalement, en tout cas pour Bicêtre, quoi qu'il en soit, c'est toujours prioritaire et ils vont toujours au déchoc. Ah, à Voilà. Bicêtre. À Bicêtre, je parle pour moi, mais nous, Il c'est y a voilà. beaucoup Et de Et Tenon, beaucoup de quelqu'un a normalement, une idée de c'est Tenon? les recommandations de l'HAS. Et ça reste les recommandations. Donc il faut bien insister, en effet, parce que quand on est dans un hôpital un peu où on connaît un peu moins bien la maladie, bien entendu, Oui. il peut y avoir justement cette problématique de non prise en charge immédiate et qui fait qu'en effet, ça peut occasionner une aggravation. Voilà. Mais Il y la a une plupart chose qui peut vous aider des aussi, recommandations. et il y a Oui. quelqu'un qui en parlait dans le chat, c'est les cartes de personnes drépanocytaires qu'on peut vous fournir, Oui. qui sont parfois fournies par les pédiatres, qu'on peut aussi fournir chez les adultes, qui sont disponibles dans les cabinets de consultation, où en Ah, fait c'est noté que vous êtes drépanocytaire, et ça peut permettre aussi des fois voilà, de justifier votre état et de dire à l'infirmière d'accueil que vous avez besoin de passer en urgence. Et Voilà, surtout, c'est il des ne faut petites pas choses qui hésiter peuvent à parfois demander être. à appeler le référent. S'il a un référent qui n'est pas dans l'hôpital où il est accueilli, moi, c'est ce que je oui. demande à tous mes patients, c'est marqué dans toutes les ordonnances, surtout quand ils vont à l'étranger ou en vacances. Je marque mon mail, mon numéro de téléphone, et je leur dis de m'appeler s'il y a le moins de soucis, parce que l'idéal, c'est de parler avec le référent. D'accord. Quand on va dans un hôpital où on ne connaît pas, où ils sont en vacances ou en déplacement, voilà. Mais Ouais. c'est ce qui marche le mieux, qui Et c'est là fonctionne le mieux aussi pour la les prise en aidants charge. sont aidants du coup, hein. La personne qui accompagne aussi peut aussi aider, comme disait Benoît, parfois on est très douloureux et on est dans le dur, hein. Parfois la personne qui accompagne peut servir effectivement, faire le lien, hein, en rappelant effectivement ces données-là. Donc voilà quoi. Pour la sœur qui était présente pour ses frères, hein, c'est important. D'accord. OK. J'ai D'accord. compris. Alors, Merci. vous habitez où? Charenton et elle va aller à Tenon. Ah, bah, c'est Je parfait. pense Je que vais l'accompagner à Tenon puisque moi-même je suis Parfait. déjà client. Ok. avec le Une très très bon bonne parvenir, école. François. Voilà. Une très bonne école. On Alors, va est-ce qu'il y pas a se d'autres quitter. questions à l'oral? Sinon, il y a des petites questions sur le chat. Ouais. Alors, Charenton, maintenant, je me permets, Latifatou, Oui. qui est peut-être plus près, c'est Saint-Antoine, hein. Non, mais moi je suis à Tenon, elle va me suivre à Tenon. Ah, vous êtes à Tenon, d'accord, ok, voilà. Parce que sinon, Voilà. il y a Saint-Antoine maintenant.
Oui, oui, je sais, oui. Alors, on a Joël Calombo qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est Joël Kalombo depuis Kinshasa, RDC. Je me suis connecté un peu en retard. J'ai au sujet des doses des antalgiques en cas de pédiatrie et en cas de monde adulte, s'il peut un peu revenir par là pour que je saisisse un peu quelque chose. Et je pourrais aussi partager l'expérience que nous avons ici au Congo sur la transition entre la pédiatrie et la médecine interne qui pose assez de problèmes vu qu'au Congo, il n'y a pas trop des hématologues, drépanocytologues, la plupart sont des pédiatres. Et ce qui fait que les enfants ne préfèrent pas suivre la médecine interne ou des hématologues et préfèrent toujours rester en pédiatrie. Ce qui va faire que vous allez trouver un enfant de 23 ans, 24 ans, être suivi par des pédiatres. La grande difficulté, c'est ça. Mais ma grande préoccupation, c'est un peu revenir sur la dose des antalgiques. Il y a un souci de dose chez les adultes qui doit être revu en baisse par rapport aux enfants. C'est ça un peu ma préoccupation. Ok. Juste, vous êtes patient ou médecin ou... Médecin, Je suis médecin. Oui, oui, médecin. d'accord. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un veut répondre? En tout cas, pour les doses des antalgiques, là, il y a il y a des recommandations qui sont écrites, hein, qui permettent des protocoles, hein, qui sont soit par la Haute Autorité de Santé, côté pédiatrique ou côté adulte, hein, qui permettent de revoir un peu la prise en charge des patients drépanocytaires avec les doses des différentes molécules, qui sont des documents qu'on peut éventuellement vous passer si vous souhaitez, hein, pour voir. Alors, c'est vrai qu'en pédiatrie, on raisonne beaucoup en milligrammes par kilo. Euh, alors que c'est vrai que chez les adultes, pas, mais bon, mais finalement, en général, les doses sont adaptées. Il n'y a pas besoin de diminuer ou de monter la dose, hein. C'est juste qu'on fera en fonction effectivement du poids des personnes. Et après, il y a une dose maximum effectivement à ne pas dépasser, qui est celle qu'on retrouve chez les adultes. Donc, voilà. Mais après, il y a peut-être des spécificités pédiatriques qui peuvent être détaillées dans des protocoles qu'on peut vous adresser, hein. Donc, voilà, si vous souhaitez. Mais en général, le but, comme disait Benoît, c'est une prise en charge rapide et incisive des complications douloureuses, avec les molécules qu'il faut. Et il y en a, côté pédiatrique comme côté adulte. D'accord, merci. Et c'est vrai que bah, pour le développement du secteur adulte, c'est quelque chose qu'on a connu, je pense, il y a une trentaine d'années en France. Avant, c'était que les pédiatres. Et l'amélioration de la prise en charge des personnes drépanocytaires a fait que c'est des personnes qui sont mises à grandir de plus en plus et l'espérance de vie d'augmenter. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc, il a fallu que ce soit que des médecins adultes, au bout d'un moment, se saisissent de la problématique. Et ça a été, selon les endroits, les médecins internistes ou les hématologues qui ont porté ça. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on a tout un réseau de médecins adultes en France qui connaissent très bien la drépanocytose. Mais ça n'a pas toujours été... enfin, ça s'est fait petit à petit dans le temps, quoi. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir discuté avec nos collègues adultes, c'est qu'on a découvert des complications que nous, on méconnaissait en pédiatrie et qui nous ont permis, du coup, d'anticiper ces complications-là et de commencer à les dépister à l'âge pédiatrique pour effectivement éviter que ça ne devienne des complications sérieuses à l'âge adulte. Donc, c'est l'intérêt d'avoir échangé entre, effectivement, le monde de la pédiatrie et le monde des adultes. Il y avait une... Oui, il y a une autre main levée. Alors, on Sagno. a Agno. Bonjour, je m'appelle Sekou Sagno, j'ai 17 ans. J'aimerais savoir, vu que j'ai 17 ans, j'aimerais savoir, en cas si j'ai des enfants, est-ce qu'ils peuvent avoir la même maladie comme moi? Laurine? Alors, ça dépend de la futur statut de la future maman de vos enfants. Donc, c'est vrai qu'en général, et on dit que c'est donc une maladie génétique, hein, où quand j'avoue, vous êtes attrapé le chose parce que et vos parents et votre maman, enfin vos deux parents portaient chacun un gène, ils vous ont donc donné chacun leur gène, donc vous en avez deux. Donc, vous en donnerez forcément un à votre enfant, mais ça va dépendre effectivement, est-ce que la future maman de vos enfants, est-ce qu'elle porte aussi le gène de la drépanocytose ou pas? Si elle ne le porte pas, donc la réponse est non. Vos enfants n'auront pas la maladie. Ils seront porteurs, mais ils n'auront pas la maladie. Par contre, si elle porte effectivement le gène, ça effectivement, il y aura un risque que vous ayez un enfant avec la même maladie que vous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement pour connaître effectivement ce qu'il en est, c'est de faire une prise de sang
voilà, aux conjoints et conjointes hein, des personnes malades pour savoir, pour être informés effectivement sur leur statut. Alors, c'est une prise de sang qu'il faut demander, hein, parce que c'est pas parce que vous avez eu plein de prises de sang pour le diabète, le cholestérol, où il y aura cette information-là. Hein. Pas du tout. Hein. C'est vraiment une prise de sang pour étudier si on est porteur ou pas du gène de la drépanocytose et on pourra vous répondre. C'est quelque chose qui se fait en ville très simplement. Et vous êtes suivi où? Parce que ça, après, c'est quelque chose qu'on peut aussi rediscuter dans des séances de TP ou bien en consultation. Hein. À la Timon. Ah bah, très bien. Ah bah, Benoît. Ah ben ça sera moi, si Voilà. vous voulez. Voilà. Vous allez voir Docteur Meunier, il va vous expliquer ça très très bien. C'est qui? C'est le docteur Turet qui vous suit? Non, Dessus? docteur, Zepetowski? oui, Bon, eh ben, je pense qu'elle m'en parlera si elle décide. Il y a deux médecins à la Timone qui suivent les adultes et moi je suis à l'hôpital de la Conception. Ça peut être un, deux, trois et généralement le pédiatre adresse à celui ou celle dont il pense que bon, le courant passera bien, que ce sera le plus adapté. Donc peut-être qu'on se rencontrera bientôt ok, merci. et on pourra discuter de tout ça. Ok, merci à vous. Question. Alors est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Pas forcément. On a des questions sur le chat. Ouais. Alors, est-ce qu'on a un outil un carnet de liaison, par exemple, pour permettre de faciliter la transition? Alors ça, je crois que ça dépend. Il y a différents outils qui existent. Il y a le TP. Il y a Et il y a un carnet il y a qui. parfois ça. Voilà, il y a certains centres qui font des consultations communes aussi. C'est-à-dire que parfois, c'est une consultation avec le pédiatre et le médecin adulte en même temps, avec avec l'enfant et la famille concernée. Parfois, il y a des allers-retours. On voit le pédiatre, puis on voit le médecin adulte, puis on retourne voir le pédiatre une dernière fois ou une avant-dernière fois, puis on revoit le médecin adulte, puis après, hop, on passe chez les adultes. Souvent, les pédiatres, quand ils savent que c'est les dernières consultations, ils font une bonne synthèse, en tout cas, du dossier médical. Parce que c'est vrai que, bon, quand on reçoit un jeune qui a 18 ans, on peut pas forcément lire 18 ans de courriers médicaux et de comptes rendus. Et donc, c'est vrai que les pédiatres, souvent, font une synthèse qui nous permet voilà, d'avoir les éléments les plus importants. Voilà, il y a différentes choses comme ça qui sont utilisées pour que l'information ne se perde pas, en tout cas. Après, il y a des dossiers médicaux comme informatisés, partagés, notamment, nous, en tout cas, sur la PHP. Hein. Donc, on a accès à toute l'historique maintenant depuis au moins quasiment 10 ans dans tous les hôpitaux de la PHP. Hein. Donc, ça facilite grandement, en effet, la reprise en charge d'un patient, quel qu'il soit. Hein. Mais après, il y a comme l'éducation thérapeutique, si c'est fait dans certains hôpitaux, qui aide beaucoup aussi. Anne, tu peux en parler, je pense. Toi, tu es plus à la même. Mais... Oui, effectivement. Et dans l'idéal, ça commence en pédiatrie où l'équipe commence un peu, ça t'est très dit dans le diapo, à préparer à comment qu'est-ce que je comprends de la maladie, comment je vis la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie au maximum dans les services adultes et ça se développe de plus en plus à poursuivre parce qu'on pense que c'est une clé effectivement pour se sentir à l'aise. Et la transition, c'est une période où il y a énormément de choses dans la vie. Hein. Il n'y a pas que la maladie, il y a aussi les études, la famille, les nouveaux amours, etc. Et un jour, j'ai une jeune, c'est toujours ça. Elle disait, enfin, le médecin lui a dit, bienvenue en service adulte, vous êtes majeur maintenant. Enfin, non, vous êtes adulte, pardon, excusez-moi, vous êtes adulte maintenant. Et la jeune a répondu, j'ai trouvé ça très très vrai. Elle a dit, oui docteur, mais en fait je suis majeure, mais je deviens adulte. Et c'était tout à fait ça en fait. Et c'est ce qu'on C'est un fait, devenir, ouais. faire à la place. Longue. Travailler votre autonomie, mais on est là quand même pour vous accompagner. C'est comme le vélo, il y a des choses, voilà, on peut pas tout maîtriser tout seul du premier coup, donc faut savoir Il y a trouver toutes des les étapes de cette période. compagnies, ouais. C'est complexe. On n'a Moi, pas moi, de- j'invite quand même, pour les pédiatres, j'invite, et je le redis à chaque fois, j'invite vraiment à faire la transition le plus rapidement possible. Il est plus difficile pour nous, en tout cas les adultes, de récupérer vos grands, petits, voilà, à 18 ans, 19 ans, que de les récupérer à 16, 17 ans. C'est beaucoup plus difficile, c'est une période qui est très vulnérable, très charnière. On sait que dès qu'ils vont être adultes, il n'y a plus papa, maman derrière déjà, il n'y aura plus la pédiatrie, et c'est là où on les perd. Donc, il faut vraiment inviter, parce qu'encore 16, 17 ans, 18 ans, à peu près, il y a papa, maman derrière ou des aidants, peu importe si c'est pas papa, maman, mais en tout cas, c'est moins, on perd moins de patients quand la transition est faite avant.
Parce qu'on sait très bien qu'après, quand ils deviennent jeunes adultes, s'ils travaillent, n'importe quoi, ils disparaissent. C'est de la vraie expérience, hein. Et quand on les perd de vue, malheureusement, on les retrouve soit aux urgences, mais au moins bien, c'est la réanimation. Voilà. Donc il faut vraiment que la transition se fasse tôt, quoi. C'est important, même s'il y a justement une petite transition de 1 mois, de quelques mois ou 1 an, c'est bien justement, comme l'a dit Benoît, comme Laurent fait souvent, c'est, moi je le vois, par exemple, le pédiatre le revoit, je le revois, voilà. Et c'est bien parce que c'est vraiment souvent, ils disparaissent pas quand ça se passe comme ça. Quand ils sont, livrés à eux-mêmes, qu'on les récupère à 19 ans, ils ont une phase où ils disparaissent. Donc c'est extrêmement important de bien travailler la transition et d'en parler dès l'âge de l'adolescence. Donc c'est 12-13 ans, quoi. Puis à un moment, ils vont passer dans le monde des grands, parce que de toute façon, ils passeront dans le monde des grands, quoi qu'il en soit, dans leur vie personnelle. Ça, c'est rendre service. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de regarder le chat, mais en même temps. Alors, il y a une qui vient d'être envoyée. J'ai une question sur les échanges transfuges chez les adultes. Comment ça se passe et pourquoi un médecin peut refuser que son patient en fasse? Alors, les échanges transfusionnels. Ben, moi, ça tombe bien parce que j'en fais dans mon service. Bon, les échanges transfusionnels, ils peuvent se faire de deux manières, un peu comme en pédiatrie, mais c'est vrai on utilise plus la technique d'érythraphérèse. C'est la technique d'échange automatisé avec des machines où on transfuse et on échange des plus gros volumes, entre 6 et 8 poches, on va dire, de sang lorsqu'on fait l'échange transfusionnel. Contrairement à ce que souvent on connaît en pédiatrie, qu'on appelle la saignée transfusion, qui est l'échange manuel, où on fait une saignée, puis on transfuse, puis on fait une saignée, puis on transfuse. Quand on est du côté pédiatrique, quand on a un enfant et qu'on pèse pas très lourd, ça suffit souvent à faire l'échange transfusionnel. Et puis quand on est grand, en fait, il faut échanger plus de poches on pourrait pas faire ça manuellement. On utilise des machines qui font ça de façon automatisée. En tout cas, voilà. Ça se passe généralement bien. Ça dépend. Il faut avoir euh, il y a des questions qui se posent parfois, c'est comment on attrape les veines, comment on va chercher le sang. C'est vrai que parfois il y a des difficultés au niveau des veines des bras qui sont pas toujours faciles à trouver. Donc parfois on utilise d'autres choses qu'on appelle un cathéter veineux central quand c'est nécessaire pour les érythraphérèses. Ça, c'est des cathéters qui se mettent au pli de laine à la racine de la cuisse, qu'on met juste pour la séance et qu'on retire, qui sont posés sous anesthésie locale. Et ça, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Ça dépend des personnes. Et je ne veux pas vous inquiéter avec ça, parce que la plupart des patients, quand même, arrivent à faire leurs échanges transfusionnels en érythraphérèse sur les veines des bras. La question de savoir pourquoi est-ce qu'un médecin peut refuser que son patient en fasse, alors ça, c'est pas je pense qu'il faut pas voir les choses comme ça. On refuse pas. Ça dépend s'il y a une indication et un bénéfice à faire l'échange transfusionnel ou s'il n'y en a pas. Et donc, évidemment, ça se discute avec les patients en fonction du nombre de crises, de l'état de santé, etc. Et il n'y a pas de raison de refuser de faire un échange transfusionnel à un patient quand c'est nécessaire. Après, voilà, il faut voir le contexte et le cas de chacun est différent et ça se discute entre nous. Pas entre nous, entre le patient et le médecin. Alors, il y a Combien Nadia dure une Bachi qui a transition levé la main. généralement? Vous savez. Ah, oui, qui veut Bonsoir. répondre. Alors attends, juste Nadia, on attend, il y avait juste la question, combien dure une transition généralement? Voilà, ça dépend. Alors, c'est vrai que Christelle va toujours dire passage tôt. En fait, c'est connaître le secteur des adultes tôt. Ouais, pas forcément passer. Donc voilà. En tout cas, en général, pour commencer à en parler, c'est vrai que je pose souvent la question au début de l'adolescence, est-ce que tu penses que je vais être ton docteur jusqu'à quand? En fait. Voilà, juste cette question en général permet déjà d'évoquer la possibilité qu'un jour je ne serai plus leur médecin référent. Mais voilà, du coup, en général, c'est toujours un moment un peu de voilà. Les patients sont un peu surpris, les parents aussi, ah bon, mais comment ça? Mais tout le temps, bah, je dis, ben non, alors qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Et donc, du coup, en général, voilà. Et finalement, ça dure assez longtemps parce qu'il faut commencer, comme le disait Christelle, commencer tôt pour en parler pour effectivement arriver progressivement à ce que cette transition, et d'ailleurs, on l'expliquait aussi tout à l'heure, hein, quand même dans son témoignage, voilà, que ça se fasse naturellement, entre guillemets, parce qu'il y a aussi d'autres transitions qui sont faites. Hein, vous passez du collège au lycée, puis du lycée
au travail ou aux études supérieures et tout ça. Donc, c'est une autre forme, effectivement, de passage. Donc, voilà. Et est-ce que la drépanocytose influe sur la croissance? La réponse, elle peut influencer au début, et c'est vrai qu'on sait qu'en général que, alors ça dépend effectivement si la maladie est extrêmement grave ou pas, et très, avec beaucoup de crises ou pas, mais généralement, la réponse est non, c'est juste qu'elle décale dans le temps le pic pubertaire. Mais ce pic pubertaire se fera normalement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, les filles, en principe, grandissent en sixième et cinquième, les garçons, c'est quatrième et troisième. Parfois, ces âges-là sont décalés un petit peu dans le temps, plutôt, voilà, troisième, quatrième, troisième pour les filles et parfois seconde, première pour les garçons. Alors, du coup, c'est un peu tard par rapport aux copains, hein, parce qu'on voit qu'on est plus petit, mais ça va venir. Certains de mes patients qui sont là peuvent témoigner. Est-ce qu'on prend la question de Nadia? Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voudrais porter un témoignage. Je m'appelle Naïla, j'ai 14 ans et je suis atteinte de la drépanocytose. Du coup, je suis S-bêta-thalassémique. Et ça va faire 4 ans maintenant que je fais des échanges transfusionnels. Avec la machine que voilà, vous avez avec la citée. machine dont vous avez cité, par voie fémorale. Et du coup, je voulais dire pour ceux qui sont inquiets ou autres que il n'y a pas de raison et que ça se passe bien. Enfin, c'est un peu impressionnant au début, mais après, vous allez vous habituer et voilà. Merci De rien. pour ce témoignage rassurant. On prend. On prend. Il y a Jeffson. Oui, Jeffson AJ. oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis le papa de Chris-Steven, qui est suivi à l'hôpital Arnaud de Villeneuve à Montpellier, dans le cadre de la drépanocytose, effectivement. Donc, la personne qui vient de témoigner, en fait, m'a précédé un peu, en fait, dans ce que j'allais dire. Parce que, en fait, mon fils a connu pas mal d'épisodes de crise vaso-occlusive. Donc, on n'arrivait pas vraiment à maîtriser. Après, vers la fin, il fallait faire les échanges transfusionnels en fait en faisant des saignées puis transfusion. Et ça lui a, enfin, il s'est retrouvé avec un taux de fer un peu élevé. Donc, on a trouvé qu'il fallait vraiment ralentir un peu. Là, on a changé de méthode. Maintenant, on fait effectivement depuis plusieurs mois. On passe par les échanges via les machines en fait. Et donc, depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a repris, parce qu'à un moment donné, on avait arrêté, depuis qu'on a repris, son taux d'hémoglobine normale est en train d'augmenter en fait. Parce qu'au départ, on était quand même assez haut au niveau de l'hémoglobine S. Et à force de le faire tous les mois à peu près, et là, il est à 52% en fait. Donc, normalement, en principe, ça devrait, comment dire, par cette méthode, par rapport à notre expérience, par cette méthode, en fait, ça devrait normalement, en fait, on appelle ça, éloigner les crises vaso-occlusives, puisque le taux d'hémoglobine S, normalement, il commence à baisser un tout petit peu. Baisser un tout petit peu. Donc, voilà, effectivement, la seule contrainte au départ, c'était le fait de toujours passer au bloc pour la pose de la voie et après remonter en salle pour l'opération. Et après, il s'est habitué, ça se passe très bien en fait. Donc, c'est le témoignage que je voulais faire pour lui. Bon, là, il est dans la chambre, hein. Il était là tout à l'heure, il est dans la chambre, sinon il aurait pu s'exprimer. Et deuxième aspect, c'est par rapport à la transition. Donc là, il a 15 ans. L'année prochaine, genre le 30 décembre, il va avoir 16 ans. Et donc, la question que je me posais, c'était au niveau du service, les urgences adultes. Est-ce que son dossier, vu que, on a eu quand même pas mal de séjours il y a quelques années, donc il est un peu connu malheureusement du service pédiatrique. Et donc, dès qu'il arrive, la prise en charge est assez rapide, en fait. Donc, puisque pratiquement tout le monde le connaît, est-ce qu'au niveau des urgences adultes, il y aura, qu'on appelle ça, un transfert de dossier
pour qu'ils soient quand même au courant que, par exemple, tel enfant a telle pathologie, justement pour rejoindre un peu l'aspect, comment dire, prise en charge prioritaire, en fait. Le docteur Maé qui le suit, en fait, nous avait établi un protocole à suivre, bon, enfin, aux urgences pédiatriques qui sont au courant. Et dès qu'il arrive, il y a ce protocole-là qui est suivi, en fait. Est-ce qu'à ce moment-là, vu que d'ici là, il va passer chez les adultes, est-ce que ce sera quand même, il y aura quand même, comment on appelle ça, ce dialogue entre les deux, enfin, entre le médecin actuel et dernière, Si j'ai bien compris, pardon? pardon. Non, je disais, si j'ai bien compris, vous êtes suivi à Montpellier? Oui, à l'hôpital Arnaud de Ok. Villeneuve. Je suis, je suis pas sûr, mais je pense que c'est un CHU et généralement, tout le monde a le même dossier informatisé. Donc, en fait, ils auront accès au dossier de pédiatrique également aux urgences. Donc, ça, c'est une chose pour trouver les informations facilement. Après, s'il a un protocole qui est établi, c'est important que vous l'ayez aussi vous et qu'il l'ait sur son téléphone ou sous format papier en photocopie pour arriver éventuellement avec aux urgences pour aussi montrer directement le protocole. C'est vrai que dans les gros centres comme ça, tout le monde a accès au dossier puisqu'en fait, il suit de façon informatisée. D'accord, ok. Après, c'est important aussi d'anticiper les choses et d'en parler à votre pédiatre et éventuellement voilà, de poser la question, de savoir comment, là il a 15 ans, comment on va s'organiser la transition, de commencer à en discuter. Pour que, mais n'hésitez pas à vous d'ailleurs enfin, à en parler au pédiatre si vous avez des questions là-dessus, à aborder le sujet aux prochaines consultations que vous allez avoir après cette rencontre de ce soir, à Oui, poser la question la prochaine fois parce que maintenant que tout le monde est sensibilisé sur la problématique, vous pouvez aussi vous poser la question. ok. Je crois que je vous ai coupé vous alliez dire que vous aviez une troisième question, je crois que vous ai coupé la parole. Non, je Non, vais je me rappelle plus. pardon, désolé. Sinon, je tiens à rassurer les autres enfants. Voilà, que en suivant très bien son traitement, en suivant le protocole, normalement, ça, voilà. Ah oui, voilà, voilà, ça revient à la troisième question. Est-ce que, comment dire, dans vos centres respectifs, est-ce que vous pratiquez la greffe à plot? Parce que, en fait, toujours par rapport à Chris-Steven, il y a eu un moment où on avait envisagé la greffe de la moelle et il s'est avéré que le frère et la sœur ne sont pas compatibles. Et, donc, nous, les parents, on ne pouvait pas le faire. Mais après avoir consulté un autre spécialiste sur Montpellier toujours, il nous a parlé de la greffe à plot. C'est-à-dire que vu que les parents sont porteurs, donc il y en a forcément un qui est compatible à 50% avec l'enfant. Et donc, apparemment, enfin, ça se fait apparemment, ça se pratique en France, la greffe à plot, en fait. Donc, Est-ce que quelqu'un va répondre sur la greffe? Je peux répondre aussi, Alors, mais en tout cas, pour la pédiatrie et les greffes à plot, alors, pour l'instant, il y a qu'un seul centre qui le réalise, on va dire, même pas régulièrement, hein, ça reste quand même une indication qui est discutée dans une réunion de concertation nationale, hein, où on présente effectivement les dossiers des patients quand il n'y a pas effectivement de donneur, comme on dit, compatible géno-identique, hein. Et c'est après cette concertation nationale où votre médecin référent discute du dossier de votre enfant qu'on voit effectivement est-ce qu'il y a une indication à une greffe à plot et vers quelle équipe on peut effectivement l'adresser. Mais sachant que c'est un temps, enfin, c'est entre présenter le dossier, prendre la décision, évaluer les choses et que ce projet soit mené, je veux dire, jusqu'au bout, c'est plusieurs mois, hein, même parfois, voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est une thérapie, en tout cas, c'est une prise en charge qui tend à se développer, mais encore une fois, il y a que quelques centres qui ont des habilitations pour faire des greffes de moelle. Et les greffes à plot, c'est encore une petite niche au sein de ces centres-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, ça, d'accord, c'est un point que vous pouvez discuter avec si vous êtes sur Montpellier, avec voir quels sont leurs référents sur place par rapport à ça. Mais il se peut qu'il n'ait pas sur Montpellier, que ce soit sur un autre centre beaucoup plus loin, soit Lyon, soit peut-être, je crois qu'il y a Lyon, Marseille Marseille ou et Paris. Paris. Voilà, qui font des greffes à plot dans l'indication, la drépanocytose. Je sais pas, je parle, je pense que c'est ça. Voilà. ok, parce qu'on nous a fait la prise de sang ça va faire presque 8 mois. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour et Et ça, du coup, il faut Bah, voir vraiment avec votre médecin, ce hein, qui, qui doit, ça marche. qui doit traquer les ce qu'il résultats et vous le faut, dire.
Ce qu'il faut retenir, c'est que conceptuellement, c'est possible en France, pas forcément chez vous, mais que bon, bah, ça se discute et que ça s'organise et que c'est quelque chose qui se prépare vraiment au long Voilà, cours. très en amont. Ok, merci beaucoup. Ok. Il y a d'autres questions? Alors, il y a Naya, tu as relevé la main? Nalia? C'est- Ou, ou Kylie? Oui, bonjour, bonsoir. Alors, Bonsoir. j'aurais deux Kylie. questions. La première, c'est je viens d'avoir 18 ans il y a un mois à peu près. Ouais! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Merci. Et je sais pas, j'ai un peu honte de aller expliquer en pédiatrie que oui, je suis toujours suivie ici. Je sais pas, du coup, ça m'empêche un peu de vraiment bien suivre mon... Enfin, peut-être aller aux urgences quand j'en ai besoin parce que j'ai une petite honte en fait d'y aller et j'ai peur qu'ils me disent mais t'es grande maintenant, tu dois aller chez les grands, c'est pas possible. Et j'ai peur qu'il y ait un petit changement, peut-être dans l'attitude ou je sais pas, des infirmières. Bah, c'est Alors, peut-être oui, que tu es prête et que tu as envie de passer chez les adultes, en fait, ça, non? c'était le premier, c'est exactement ce que j'allais dire, docteur Meunier. Tu m'as coupé la chiquette. Alors c'est vrai que parfois il y a des adultes enfin, en général, c'est pas, vous serez tranquille, mais c'est après, votre médecin on a dit, dis donc, on a vu ta grande à 18 ans, quand même, tu dois faire quelque chose. Donc, pour vous, allez-y, on vous prendra en charge, d'accord? Donc, mais effectivement, je sais que l'équipe, voilà, des urgences adultes va en général appeler votre médecin référent pour dire, et dis donc, il est quand même temps de la passer chez les grands. Donc, voilà. Et c'est vrai que parfois, alors, parfois, ce qui peut arriver dans les périodes hivernales où vraiment les salles de pédiatrie débordent de la bronchiolite et tout ça, il se peut qu'effectivement, quand on vous force, entre guillemets, à aller chez les adultes, même si vous ne connaissez encore personne, et parfois, ça peut être un peu compliqué, donc ça, il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut en discuter vraiment avec votre médecin en amont et dire, moi, je leur dis, hein, pour l'instant, tant que tu ne connais pas le docteur Chantala, tu restes en pédiatrie, et puis voilà, quoi, hein, et puis on verra pour la prochaine fois. Donc voilà. Et pour compléter la question, est-ce que là je vais passer mon bac et donc l'année Bravo! prochaine je pense aller changer de ville. Et donc, Oui. est-ce que je dois peut-être attendre de juste faire ma transition chez les adultes dans la ville où je vais aller ou juste je peux commencer ici parce que pour l'instant, j'ai eu aucune réponse et mon médecin, il a rien fait pour l'instant, donc je sais pas si je dois attendre. Et le bac, c'est dans pas très longtemps, donc Mm. je sais pas si je Anne, dois tu veux attendre. répondre? Ouais, je vais dire Anne, ouais. Alors, bien sûr, c'est à discuter avec votre médecin, mais ce qu'on a tendance à conseiller, c'est déjà d'effectivement passer l'examen, que, genre, je dis tu, parce que dit vous, tu, je veux dire tu, pour que tu sois tranquille au niveau de ton bac. Et après, ça se discute combien de temps après tu vas aller faire tes études supérieures. Parce que parfois, ça peut mettre un peu de temps pour avoir un premier rendez-vous chez les adultes. C'est pas que c'est toujours compliqué comme ça, mais très très souvent, on prend un temps de consultation un peu plus long pour le premier rendez-vous. Par exemple, chez nous, c'est 1 heure. C'est l'équivalent de 2 rendez-vous. C'est fait exprès pour vraiment prendre le temps de discuter avec la personne, revoir tout son dossier depuis les 18 ans, apprendre à la connaître. Et du coup, bah, voilà, si par exemple, finalement après le bac, ça mène à un rendez-vous 6 mois après chez les adultes et que tu es déjà en train de déménager, peut-être, ça à discuter avec ton équipe, hein, mais peut-être c'est plus simple d'organiser une transition dans la future ville où tu seras. Si à l'inverse, il y a pas mal de temps qui se passe et c'est pas souhaité, mais tu as un risque finalement d'être hospitalisé chez les adultes pour une crise parce que effectivement les services de pédiatrie parfois peuvent être un petit peu saturés. Ça peut être un peu plus confortable d'avoir au moins un petit temps adulte là où tu vis. Je pense que ça vaut le coup que tu en discutes avec ton pédiatre, effectivement. Mm. D'accord. Et j'aurais une deuxième question. Euh, avec la drépanocytose, c'est dur avec la scolarité, surtout cette année, j'ai le bac. Et je sais pas, par exemple, les CPE, ils n'ont pas vraiment cette compréhension de la maladie, même si ça fait longtemps qu'on est avec eux. Et je dois souvent réexpliquer. Des fois, je me fais crier dessus. Enfin, ma mère aussi, ce qu'ils ne comprennent pas. En fait, j'essaie de expliquer plusieurs fois. Je ne sais pas comment le médecin il peut m'aider avec ça. Je ne sais pas s'il peut écrire quelque chose Oui, ou bien sûr. appeler le lycée, parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi et c'est un peu Kylie, déjà avec la maladie. Comment? On t'as peut pas un faire des... PAI? Tu On peut connais faire le des... Si, Alors, j'ai PAI? un PAI, mais malgré le Bah PAI, je me alors? fais quand même taper sur le dos un Ok. peu. Tu donc, viens du pas, coup, qu'est-ce qui se effectivement, passe? Comment? il faut compléter le PAI, effectivement, et souvent, on peut même adosser un certificat un peu plus spécifique en disant que du fait de la pathologie chronique, il peut y avoir l'absentéisme, des fois des jours manqués parce que tu dois te reposer, voilà, ce qui t'éviterait de venir aux urgences, par exemple.
qu'il faut que tu aies un tiers-temps pour les épreuves écrites comme orales. Tout ça, on peut l'écrire sur un certificat à part en plus du PAI. Donc, ça, tu peux tout à fait le demander à ton pédiatre. Hein. Et après, On a on peut des... contacter la CPE aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, Ça j'allais peut dire, être parle-en à arrivé de ton pédiatre. contacter le CPE dans des situations particulières où, en effet, ils n'entendent pas. Et ta On a meilleure le amie, droit. c'est l'infirmière scolaire. Comment? L'infirmière Ta scolaire. meilleure amie, Je c'est disais l'infirmière l'infirmière Ouais, scolaire. l'infirmière scolaire. Ah ouais. Parce qu'elle, elle assiste, si jamais il y a une demande, elle peut assister du coup au conseil de classe et donc du coup, elle peut faire le lien avec tous les professeurs. Alors, il y a Voilà. dans le chat Lucille qui a mis un lien vers une page internet en fait qui renvoie sur donc qui appartient à la filière, qui renvoie sur une fiche a priori qui peut aider, qui peut vous aider à expliquer à une personne qui ne connaît pas ce que c'est la drépanocytose. Donc le lien est dans le chat et vous pouvez utiliser ces documents voilà, pour vous aider à expliquer la maladie à quelqu'un qui ne connaît pas. Compléter un petit peu ce qui peut arriver après le bac, parce qu'effectivement, le PAI, généralement, ça va jusqu'au lycée. Après, C'est ça, et après, il n'y en a plus. non, en fait, il y a des facs qui acceptent, qui disent OK, on veut un PAI, pas de problème, et d'autres qui disent bah non, normalement, c'est réservé au lycée. Là, effectivement, il ne faut pas hésiter à demander déjà, en premier lieu, à l'équipe un certificat médical, voire à contacter les équipes si besoin. Il y a des cellules handicap très régulièrement dans les facs, donc faut prendre contact avec eux. Et puis, souvent, se pose la question de faire ce qu'on appelle un dossier MDPH, avec un mot un peu compliqué qui s'appelle la RQTH, la reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Et ça peut permettre aussi de remettre des tiers-temps, etc. Mais c'est un peu long. Donc en attendant, c'est bien de déjà faire des certificats et cibler les personnes à la fac qui pourront être ressources comme un infirmier ou une cellule handicap. Et j'ai vu dans le chat, pardon, du coup, je suis retournée dans le chat, j'ai vu une autre question d'Alberta qui voulait savoir, c'est encore un autre sujet, comment ça se passe pour les toilettes si le patient est en pleine crise douloureuse, sachant que les parents ont des heures précises de visite. C'est une bonne question. Alors, bien sûr, vous avez des soignants pour vous aider pour la toilette, hein, ça tout le temps, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que parfois, on peut préférer que ce soit quelqu'un de la famille. Et dans ce cas-là, on peut envisager, alors, c'est rare qu'on fasse venir hors heure de visite les visites, mais on peut envisager par exemple une toilette l'après-midi, si vous préférez faire avec, je sais pas, votre sœur, etc. C'est des choses qui sont possibles. Alors, on a d'autres mains qui se sont levées sur le chat. Donc Nadia Abachi. Bonsoir, c'est Nadia, la maman de Naïla qui a témoigné tout à l'heure. Moi, j'ai une Oui. petite question. Donc, j'ai vu passer un article une fois qui parlait de la thérapie génique pour soigner la drépano. Est-ce que vous avez des informations sur cette thérapie? Est-ce que... Alors oui. Oui. Corinne, tu veux? Tu t'es Alors, lancée, vas-y. la thérapie génique, alors effectivement, elle est arrivée, et pour l'instant, se pratique par exemple dans un cadre d'essai thérapeutique qui est mené sur 2 centres pour le moment. Et pour l'instant, cet essai est fermé. Donc, parce qu'il faut, voilà. Ils sont un peu, c'est pour des questions d'approvisionnement du traitement de cette thérapie génique-là. Hein, où c'est un process un peu compliqué. Et comme ils ont ouvert plusieurs pays européens en même temps, donc du coup, l'usine qui fabrique ce procédé, enfin, ce procédé est un petit peu engorgée et donc ne peut plus fournir en tout cas le matériel pour l'instant. Donc, et l'idée, c'était d'analyser déjà les premiers résultats et ensuite on verra comment augmenter ce process. Donc, ça a mis un pied sur nos territoires. Mais pour l'instant, les 2 pieds n'y sont pas. Mais bientôt. On croise les doigts alors. C'est ça. Merci. Et on a Lisa Yakam aussi qui a levé la main. Oui, bonjour. Je m'appelle donc Lisa et je suis atteinte de la drépanocytose et j'ai 16 ans, mais je suis en année de terminale. Et donc, on est en plein dans le bain avec pour l'orientation future concernant les universités. Et c'est vrai que je me posais la question si en fonction des universités, la prise en charge au niveau administratif ou même au niveau de la santé, la drépanocytose pouvait être par exemple moins importante ou plus délaissée qu'au lycée dans lequel je suis, où j'ai un PAI plus des certificats médicaux, ou alors est-ce que ce sera toujours aussi maintenu, ou alors il faudra que j'aille un peu plus demander à mon médecin des documents un peu plus précis pour assurer pour qu'il n'y ait pas de malentendus en termes... voilà.
Merci pour ta question. Anne, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. J'ai déjà pas répondu. Ah, effectivement. C'est une question, hein, merci. Effectivement, je pense c'est très variable, hein, c'est comme l'école, etc. On peut avoir des universités qui sont d'emblée très proactives et il y a une aide à mettre en place, d'autres moins. Moi, ce que je peux conseiller, effectivement, d'emblée, te renseigner sur ce qui existe dans ton école. Est-ce qu'il y a une cellule handicapée, une infirmière scolaire, etc. Et des personnes ressources à qui tu peux t'adresser pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait et est-ce qu'ils font un certificat, est-ce qu'ils acceptent le PAI. Généralement, ça marche bien. D'accord. Pas hésiter, si tu as une difficulté ou quoi que ce soit, à parler à ton équipe, et même si c'est la nouvelle équipe adulte, des fois on n'ose pas trop, on se dit, voilà, sur la santé, mais c'est tout aussi important, hein, donc il faut en parler, c'est des difficultés à l'équipe adulte, ça c'est très important. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Fanta, je préviens tout le monde, on coupera à 20h, on arrêtera voilà. On s'est désolé jusqu'à 20h, donc là on a le temps de poser encore quelques questions, encore une douzaine de minutes. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Voilà. Fanta, Bonsoir. est-ce que c'est Fanta qu'on connaît ou pas, la de Dredd? Oui, c'est ça. Ouais, Salut. Fanta! Ouais. Ouais! Entrez dans la place. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à, bah, du coup, aux urgences. Si je fais une grosse crise et que j'arrive aux urgences et qu'on me prend pas au sérieux par rapport à mes douleurs, qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mohamed et Dairon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je la fais en mode ETP, là, vous avez remarqué? Bah, moi, quand je suis arrivé aux urgences, bah, la première chose que j'ai fait, c'est prévenir que j'étais un patient de drépano. Et ça veut dire, ils m'ont directement pris en charge, ils m'ont demandé quel traitement fonctionnait le mieux sur moi. Généralement la morphine. Et voilà. Moi, ça s'est bien passé quand je suis venu aux urgences. Et malheureusement, dans le cas où ça te prend pas au sérieux, faut insister. Faut leur dire que si j'ai mal, si c'est bien, bien réel. Et normalement, ils vont finir par comprendre, surtout si tu as une carte Drépano ou que tu leur expliques bien la pathologie. Parce que normalement, il y a toujours un petit peu du personnel qui est au courant de la maladie dans l'hôpital. Ça veut dire, si tu tombes sur une infirmière qui ne connaît pas, si elle demande à une de ses autres collègues, bah, peut-être elle sera au courant. Ça veut dire, n'hésite vraiment pas à insister. Tu dis que tu as réellement mal et tu essaies d'expliquer ce que tu ressens, genre ta douleur. N'hésite pas à demander à un médecin référent, de parler directement à l'urgentiste, Ah, carrément. expliquer. Voilà, il y a plein de. Voilà, faut demander, il faut dire en fait. Et On insiste. voilà. Non, il n'y a pas de recette miracle. Effectivement, faut s'adapter au moment, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, être capable vraiment de réclamer et d'exprimer ce dont on a besoin. Et si on a quelqu'un qui ne comprend pas en face, bah, de trouver le moyen d'avoir un autre interlocuteur. Et On peut demander à parler à quelqu'un d'autre. Voilà. Oser. Ouais. Simplement, ouais. Oser. Vraiment, sois pas gêné. Si l'infirmière en face de toi ne comprend pas, tu demandes est-ce que je peux parler à quelqu'un d'autre. Enfin, Si tu n'es pas à l'aise à expliquer ça, essaye. Tu demandes si ton médecin référent est là, des choses comme ça, pour que moi, quelqu'un qui comprenne. Ou les dents qui est avec toi. Ouais. Des fois, ça demande beaucoup d'énergie. Hein. C'est carnivore, hein, qu'on est un peu fatigué. Quand on a déjà mal, faire tout ça, c'est sûr que ça peut être compliqué. Donc, du coup, c'est pas d'aller seul. Merci. De rien, Fanta. De rien. T'en prie. Yes. Matou Didi, elle a levé la main. Oui, c'est la maman de Yanis. Oui, bonsoir. Je tenais à remercier vraiment toute l'équipe sur cette proposition de réunion parce qu'elle est assez riche pour l'après, parce que moi j'appréhendais beaucoup un peu la suite du suivi sur Yanis qui va bientôt aller chez les adultes. Je disais même au docteur, ah non, il faut qu'il reste au moins jusqu'à 24 ans, hein, pas même au docteur. Donc, c'est important d'avoir les témoignages des jeunes, leurs ressentis. Donc, vraiment, si ça à refaire, vraiment, voilà. Je tenais simplement à faire ce témoignage et encore merci pour l'équipe.
Merci. Ben, merci à vous. Ça fait plaisir d'avoir l'impression d'être utile. Et puis, j'espère que les quelques médecins adultes qui ont parlé ce soir vous auront démontré on est gentil aussi chez les adultes. Et que ça va bien se passer. Oui, c'est vrai. Moi aussi, vous êtes gentil. Ouais, c'est ce qu'on verra. Il faut toujours penser que les gens qui sont là sont bienveillants et que dans le soin, on est quand même dans les 3 quarts, on va dire, bienveillants. Il y a toujours après des petites brebis, hein, mais voilà. Mais il faut faire confiance, au monde adulte. De plus en plus, les gens sont extrêmement impliqués dans la drépanocytose, on le voit à l'âge adulte. Donc, nous, dans tous les corps de métier, que ce soit aux urgences, en réanimation, les autres spécialités qui peuvent intervenir, parce qu'évidemment, comme vous savez encore mieux que moi, c'est vous, je parle aux patients, c'est une maladie qui touche tous les organes, donc c'est important d'avoir des référents spécialistes. Donc, en tout cas, sur la plupart des grands hôpitaux, il y a quand même des référents et tout le monde s'y implique. Donc, on vous amène à juste nous faire confiance. Et nous, on essaie d'être là juste pour vous. Donc, il faut surtout ne pas hésiter à parler avec nous. Nous, on est là que pour vous entendre et on est dans le secret médical. Comme je l'ai dit à une patiente que j'ai prise en transition aujourd'hui de Trousseau, je lui ai dit maintenant, tu es une adulte, tu as le droit de dire l'information à ta maman ou non. Voilà. Donc, vous avez le droit d'avoir des secrets. Tout le monde a des secrets, hein. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément toujours partager avec ses plus proches, parce que c'est des choses qui peuvent toucher l'intimité, qui peut aussi, parce qu'on a peur des fois de blesser, de rendre triste, parce qu'on sait que les gens qui vous aiment, des fois, vous n'osez pas leur dire votre douleur. Donc nous, on est là aussi pour ça. On est là pour, voilà, pour vous, que vous soyez, vous confiez à nous. Pas que sur la maladie. On est tout oui tout le temps. Je parle pour, il y a quelques adultes là quand même. Maladie Fatou, elle pense comme moi, je pense. Elle a plus de voix, mais je porte sa voix. Tu fais. Non, c'est vrai, moi je vais dans le sens de Christelle. On sait que la drépanocytose, c'est une maladie avec laquelle vous naissez, qui va vous accompagner pour la plupart toute votre vie, à part peut-être certaines personnes qui auront la greffe, mais voilà, on va pas parler de ça, mais voilà, on sait que c'est une maladie qui est influencée largement par comment vous allez dans votre vie aussi, mais sur tous les aspects en fait. Et voilà. Et nous, on met un point d'honneur à vous connaître très bien, à vous accompagner dans votre vie. Pas que dire, on fait la prise de sang, on met le médicament, mais de savoir comment ça va dans la vie, comment ça va la famille, quels sont les objectifs cette année. Et on vous parlera de ça aussi parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de vous accompagner parce qu'on sait que c'est ça qui fait que vous allez aller bien. J'avais écrit un petit texte qu'on n'a pas passé, mais je vais lire juste une phrase que j'avais écrite, parce qu'elle me tient à cœur, en tout cas moi. Donc, si vous me permettez, Justine, Benoît et les autres. Oui. Donc, la drépanocytose fait partie de votre histoire, mais elle ne vous définit pas. Elle peut enrichir votre personnalité et vous rendre plus fort et plus résilient. Mais ce n'est pas ce qui fait de vous la personne unique que vous êtes. Vos rêves, vos valeurs et votre espoir vous définissent plus que cette maladie. Croyez en vous et en votre énergie intérieure. Vous êtes déjà des héros en transformant chaque jour en une nouvelle victoire, votre vie. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli et sachez que vous avez tout pour réussir. Vous êtes les maîtres de votre destin et vous avez en vous le pouvoir de réaliser vos projets. Nous vous accompagnons tous, soignants, pas soignants, parce qu'il n'y a pas que les soignants qui interviennent dans votre parcours, avec tout notre soutien. Mais c'est à vous de continuer à avancer, avec courage, espoir et détermination. Vous êtes prêts à tout ce que la vie vous réserve. Votre courage et vos rêves sont infinis, vous êtes prêts à accomplir des grandes choses, et nous ne sommes que vos compagnons de vie pour vous aider à accomplir votre vie. Voilà. J'avais juste envie de partager ça, parce que ça me tient à cœur, et moi, je me lève chaque jour que pour vous. Voilà. Bravo, Vous me donnez la force. C'est beau. Et le sourire. Chaque jour que je vous vois, voilà. Donc, je vous remercie infiniment d'être vous, c'est tout. Et vous y arrivez très très bien à nous donner le sourire. Merci, c'est gentil. Il y a Galette de Riz, du coup, dont je me souviens plus le prénom, qui a relevé la main. Oui, de nouveau, moi. Pardon. En fait, c'est une question, c'est juste pour savoir, en fait, du coup, voilà, vous aviez parlé, en fait, du pic, notamment de puberté qui était décalé, en fait. Oui. Et c'était pour savoir, en fait, est-ce que, le fait que ça décale, ça, du coup, ça influe sur la croissance, en fait?
Alors, ça implique la croissance, mais ce qui était dit, c'est que vous allez faire la taille pour laquelle vous étiez programmé si vous n'avez pas la drépanocytose. D'accord. Ça peut Mais arriver un peu voilà, plus tard. Tu ça peux peut atteindre arriver la plus taille tard, c'est très cible normal. un peu Voilà, en décalé, mais à la fin, tu auras la taille prévue, quoi. voilà, très normal. D'accord. Ah, Voilà. d'accord. Bon, entendu, merci beaucoup. De rien. Et sur une question sous-jacente qui peut être, c'est peut-être sur la puberté et puis le fait de pouvoir avoir des enfants, parce que souvent c'est la question qui revient. Là, je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu cette question. Mais normalement, il n'y a pas d'impact. Je pense que Corinne confirmera plus que moi, ou les pédiatres. Il peut y avoir peut-être un peu de diminution de la fertilité, mais ce n'était pas au premier plan. Parce que souvent, moi, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils me demandent est-ce que on m'a dit que je ne serai jamais mère, je ne serai jamais père. Donc non, non. D'accord? Vous avez le droit de rêver à être parent et être grand-parent même. D'accord. Nous, on s'évertue à avoir des cheveux blancs, là. De voir vieillir. Bon, bah, pas tant que ça. Ouais. J'ai une patiente, j'ai raconté ça aujourd'hui, parce que ça m'a surprise, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, mais qui m'a dit la semaine dernière, oh là là, docteur, je suis angoissée, je ne m'attendais pas à être à la retraite. Elle me dit, je ne pensais pas arriver à l'âge de la retraite. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas posé les questions. Donc moi, je suis en train de créer là maintenant un projet partenaire patient, comment vivre avec la drépanocytose et devenir senior, puisqu'en effet, on s'est intéressé à la transition, à tout, à la grossesse, enfin voilà. Et maintenant, on ne s'est pas intéressé à comment accompagner nos papis et nos mamies. Donc voilà, c'est mon défi aujourd'hui. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a surprise que je me dis, oui, en effet, ce qu'elle dit, mais je ne sais pas quoi faire, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça allait vieillir. Ça fait partie des nouvelles problématiques et de recherche dans la Et donc, drépanocytose, c'est la vraie problématique de actuelle. s'intéresser aux personnes de plus de 60 ans Voilà. et on va les connaître au fur et à mesure parce que c'est les nouvelles générations de drépanocytaires qui arrivent. On fera Donc, des gériatres drépanocytaires bientôt. voilà. Donc, tous les rêves sont permis. Voilà. Projetez-vous. Et on vous Bon, aidera. bah, sur ce, je crois que c'est une bonne conclusion. Donc, On le va- prochain webinaire, ça sera la transition vers la retraite, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, Voilà. Laurent. En 2045. D'accord. Bon, bah, écoutez, C'est un merci à projet. tous pour votre participation. Je pense que ça a été très riche en échanges toute la soirée. Merci pour votre interactivité, vos interactions, les réponses qui ont été apportées. On espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que c'est le cas. Et puis, n'oubliez pas de remplir les évaluations avec le QR code qu'on vous a fait passer tout à l'heure. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à parler de la transition à vos pédiatres. La prochaine fois, vous les verrez en consultation si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, à la prochaine. Et merci Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et bonne soirée. Merci à Justine encore pour l'organisation et les Bonne dernières. soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.